travailler en réseau parce que l'information elle vient en fin de compte, hein, mais il faut par plusieurs canaux. Et le fait de travailler en réseau permet comme ça de confronter nos expériences par rapport à une information nouvelle. C'est vrai que de temps en temps on entend dire qu'aux USA, eh bien, on est guéri toutes les leucémies avec l'injection d'un virus. Eh bien ça ébranle les familles, ça ébranle les gens. Bien sûr que non, bien sûr que non, ça ne marche pas. Mais voilà, on a un rôle d'expert qui est important. Voilà, c'est un petit peu un métier qui change. Je pense que tous les métiers de la médecine changent. Les rapports entre les différents métiers, les rapports changent aussi. Je crois que c'est pour... il faut le voir de façon extrêmement optimiste. Actuellement, pour aller dans le sens de ce que dit le professeur Vanier, c'est qu'on a chez les paramédicaux des nouveaux métiers qui sont en train de se créer, justement, où l'expertise va être extrêmement pointue, qui seront des postes entre, j'ai envie de dire, les équipes médicales et les équipes paramédicales spécialisées, mais avec vraiment des expertises particulières. Par exemple pour la prise en charge de la douleur ou d'autres secteurs. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, les nouveaux métiers qui ne sont pas encore très bien définis. Donc, tout d'abord, vous remercie de la clarté pour votre exposé. On a appris beaucoup de choses, mais on profite de votre présence justement pour essayer de partager avec vous certainement une expert qui est à haut risque, surtout en matière d'infection nosocomiale. Justement, j'aimerais vous poser une question parce qu'on est confronté à, justement, dans ce genre de service à des problèmes de nosocomialité. Donc, des fois, vraiment, donc, ça gêne l'activité des services. Donc, le cas que je pense à, donc, je parle de SFSD parce que je pense parmi aussi les objectifs tracés, c'est la greffe. Moi, donc, dans un avenir proche, justement, je voudrais profiter de votre présence pour justement nous dire un petit peu comment vous êtes organisé en matière sur les secteurs protégés et les secteurs stérile. Si vous voulez, l'organisation, elle ne se fait pas, on ne travaille pas tout seul. On travaille avec les ingénieurs biomédicaux. On travaille avec les cellules d'hygiène, on travaille avec tous les partenaires de l'hôpital qui vont venir contrôler parce qu'on est obligé de filtrer l'eau, on est obligé de filtrer l'air, on est obligé d'utiliser du matériel stérile, on est obligé... L'enfant, en fin de compte, se retrouve, ou la personne greffée, adulte ou enfant, se retrouve dans une zone, ce qu'on appelle la flux laminaire, c'est-à-dire en pression positive. Et donc, tout le matériel qui entre dans cette dite bulle, on parle aussi de bulle, doit être stérilisé et il y a des procédures, des protocoles qui sont extrêmement stricts et qui sont validés par la cellule d'hygiène et qui nous permettent justement de ne pas propager les germes, de ne pas en amener et justement d'éviter ces infections nosocomiales qui sont mortelles. De toute façon, je veux dire, une infection, qu'elle soit nosocomiale ou pas d'ailleurs, elle est mortelle chez les enfants qui sont en aplasie. Donc c'est toute une organisation en amont, j'ai envie de dire, mais toute une formation des professionnels de santé qui doivent prendre conscience que tous leurs gestes sont à risque. Et donc, c'est une formation en soi. Je ne sais pas si je réponds à votre... Parce qu'il y a aussi au niveau architectural, et donc là on travaille avec les architectes, et aussi tous les ingénieurs, j'ai envie de dire, de façon à ce que les équipements soient de qualité. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, d'après mon expérience en centre de lutte contre le cancer, en secteur stérile, en réanimation, donc il y a des mesures qui sont prises en considération. En premier, la filtration d'air. Le gros souci qui se pose à l'hôpital, c'est l'aspergillus, donc c'est un champignon dû à l'humidité climatique, plus les travaux qui existent à l'hôpital.
Donc on a un système de filtration d'air qui est contrôlé à des microns de diamètre. Il y a des filtres, ce qu'on appelle des filtres absolus, à pression positive. Donc l'air passe dedans. Il y a une absorption d'air extérieur et cet air passe dedans. Et il filtre à des microns de diamètre. Parce qu'il y a certains champignons ne passent pas dedans. Il y a une pression et des reprises d'air de recyclage dans les chambres d'une partie d'air. Et toutes les poussières, avec cette pression positive, sont fixées au sol. Donc, ce qui permet que l'équipe soignante, à une certaine période, on utilisait des surchaussures pour éviter de véhiculer la surface au niveau sol. Après, ça vient le côté de l'eau. L'eau où le patient se lave, donc il y a un système de prélèvement d'air qui est suivi par des cellules de microbiologie avec une filtration, double filtration externe et filtre direct au robinet, qui sont régulièrement changés chez nous une fois par mois. Oui, c'est ça. Une fois par mois. Et c'est des filtres qu'on utilise dans les blocs opératoires avec la chirurgicaux. Ça, c'est le flux stérile. Donc l'eau, l'air, au niveau des surfaces. Une fois qu'un patient sort de la chambre, on fait un protocole de nettoyage au niveau de 10 minutes. De toute façon, on n'a pas besoin de ça parce que la salle. Vous avez une voie qui porte. Donc, il y a un protocole de ménage qui existe par rapport à la sortie d'un patient, soit une sortie simple, donc on utilise un protocole de nettoyage d'un détergent désinfectant, bactéricide, virucide, anti-HIV, tous les virus, presque types de virus. Et on a d'autres protocoles septiques si le patient il a présenté certaines infections où il a besoin qu'on rajoute des protocoles qui sont déjà écrits, fournis par l'équipe soignante qui font le ménage. Après, en secteur, ce qui concerne le linge des patients, dans le système de bulle, le linge il est autoclavé, c'est-à-dire on passe à 125 degrés, tout le linge. Et donc, majorité coton, parce que le reste il rétrécit ou il brûle. Donc, à partir de l'alimentation du patient, tout ce qui concerne les couverts sont autoclavés, donc ils viennent en double emballage avec valable à mois, ils sont dans des coins propres. Hein. C'est nous qui stérilisons, c'est-à-dire qu'on met les couverts que l'on réserve aux patients, on les met dans des pochettes individuelles et ensuite on les envoie à la stérilisation centrale, puisqu'on a une stérilisation centrale qui nous les renvoie en double emballage. Et l'alimentation des patients, elle est en particularité des conserves. C'est vraiment un conserve parce que c'est stérile. C'est stérile parce que c'est dans les usines, dans des conditionnements très très propres. Et on a certains aliments qui ne sont pas autorisés du tout. Hein. Après, il y a une autre alimentation quand les patients passent de ce secteur-là stérile complètement à semi-stérile, donc protégé. Ils ont droit à des aliments et pas d'autres. Tout ce qui est apport de germes, comme tout ce qui est fermenté, on n'a pas le droit. Tout ce qui est pasteurisé, on a le droit. Voilà. Et on le prépare. Si vous voulez, il y a un sas, vous avez une chambre, mais juste avant la chambre, vous avez un sas. Et pour les chambres dites à flux, on a un petit flux sous lequel on prépare justement les aliments, les liquides, des boissons que peuvent, parce que les enfants ils aiment bien le jus de fruits quand même un petit peu. Et donc ce sont des briques individuelles et on prépare ces aliments-là. Alors après, on n'a pas parlé de l'aspect médical, mais par rapport au thérapeutique, il y a des conséquences importantes en termes de mycose ou en termes d'irritation de l'aspect ORL et du tube digestif qui fait qu'il y a des précautions aussi à prendre. Et, oui, au niveau de la nourriture, oui, l'aspect effectivement de... Il y a l'aspect effectivement septique de la nourriture et puis il y a aussi certains aliments
parce qu'en fait, une chimiothérapie pour une greffe de moelle, ça équivaut à une irradiation. D'ailleurs, il y a souvent une irradiation corporelle totale associée, donc les dégâts, il y a des dégâts sur beaucoup de tissus. Et c'est le risque septique qui vient aussi de l'intérieur du patient, de son intestin, de sa bouche, de son état antérieur. Donc, effectivement, il y a toute une période à haut risque qui vient du fait qu'ils sont en aplasie et du fait qu'ils ont des revêtements muqueux particulièrement fragiles. Il y a le comportement des soignants aussi, des infirmières. Pour rentrer dans le flux, il y a des procédés. Ce qui veut dire on rentre masqué avec une charlotte et sans blouse. Blouse stérile. Qui sont changées tous les jours. À chaque soin. À chaque soin. Alors, je suis enseignant en charge d'expansion de cancérologie. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur cette prise en charge, parce que dans notre société, nous avons un problème de cancérophobie qui se pose avec acuité, surtout quand il s'agit des enfants. Est-ce qu'il y a un protocole spécifique pour pouvoir annoncer cette maladie comme ça? Nous la considérons aujourd'hui comme pathologie chronique, la cancérologie, mais est-ce qu'il y a c'est-à-dire un parcours à suivre pour permettre à ses parents d'accepter la maladie, de la recevoir? C'est logiquement, on ne devrait pas annoncer un cancer ou une leucémie si quelque part on n'a pas déjà une connaissance suffisamment approfondie des traitements, je dirais, l'impact en termes de risque pour la vie de l'enfant, d'impact par rapport à s'il survit sur, je dirais, des éventuelles séquelles, et puis aussi des traitements. Parce que parler d'une leucémie, je dirais, dans un cabinet de médecin, c'est extrêmement difficile, et en fait, on ne peut pas prononcer ce mot sans que, évidemment, dans la tête des parents, une multitude de choses, de questions se posent immédiatement. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce soir, dès maintenant, la survie est en cause? Donc, nous, on demande toujours que ça soit seniorisé, avec des précautions, comme pour tous les cancers, d'ailleurs, théoriquement. On a vu des annonces de cancer dans des conditions affreuses, terribles, dans des couloirs, ou avec des gens qui n'avaient pas le temps, des téléphones qui sonnent. En fait, l'annonce doit obéir à des règles précises. C'est vrai pour des parents, mais c'est vrai pour tous les patients. Il faut pouvoir avoir une pièce protégée, il faut avoir des Kleenex, parce qu'il y a des larmes, il y a des moments difficiles, il faut pouvoir avoir du temps devant soi. Il faut prévoir une heure. Parfois, ça va être un peu moins, mais il faut prévoir du temps. Et il faut que ça soit seniorisé. C'est-à-dire que très vite, les questions viennent de qu'est-ce qui va se passer. Voilà. A fortiori avec des parents, parce que si les parents n'ont pas, lors du premier contact, de réponse à déjà un certain nombre de questions, c'est évident. Ils en parlent à leurs référents familiaux, à leurs relations familiales, et ça y est, ils sont déjà en train de téléphoner, pour vous peut-être à Alger, chez nous, n'importe où. Vous voyez, donc, il faut que ce soit quelqu'un qui dit, ce soir, on va faire ça. Dans les jours qui viennent, voilà ce qui va se passer. Il y aura une biopsie, il y aura besoin d'un diagnostic histologique, il y aura besoin de ça. S'il y a besoin d'avis complémentaires, voilà comment on va faire. Vous voyez des gens qui soient déjà à la fois des seniors et des gens de terrain qui savent comment conduire une affaire. Ce que dit M. Lannier est fondamental, c'est que ça ne s'improvise pas. Pour les paramédicaux, les médicaux non plus, mais pour les paramédicaux, ça ne s'improvise pas. Il faut connaître la spécialité. On ne peut pas mettre une nouvelle infirmière qui arrive dans le service à faire de la consultation d'annonce. Il faut connaître, en même temps, l'infirmière n'est pas là pour dire ce qui va se passer. Elle n'est pas là pour dire quel sera le pronostic. Elle est là pour écouter, accompagner. Et voyez, vous parliez de protocole. Moi, j'ai envie de vous dire, il n'existe pas de protocole. Ça se vit, voyez, mais ça se vit à condition de connaître aussi et d'avoir travaillé dans un service où vous avez vu évoluer des enfants, où vous avez vu évoluer des parents, avec des périodes de désespoir, avec des périodes où ils ne vous croient pas, de déni, avec des périodes où ils sont accrochés à vous, où ils vont vous surveiller. Ils surveillent les infirmières. Dès qu'il y a un petit truc et ils s'arrêtent sur des choses anodines,
hein, du style ah ben l'infirmière, elle s'est pas lavé, elle s'est pas mis un antiseptique, vous voyez, alors qu'elle l'a mis un peu avant, vous voyez. Donc tout est source d'angoisse pour les parents. Donc il faut savoir l'accepter, savoir le comprendre, ne pas juger et accompagner ces familles. Savoir que vous avez une famille qui vient vous voir, mais elle ne vous demande pas, elle vous pose une question, mais c'est pas ça qu'elle veut. Derrière, il y a autre chose. Vous voyez, prêcher le faux pour savoir le vrai, nous on dit souvent. Hein, c'est, vous voyez, cohérence, parce que les patients et les familles vont s'arrêter aux petits détails, vous voyez, qui va devenir une affaire d'État. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, globalement, c'est... Je vais peut-être rajouter quelques petites choses sur le plan national. Qu'est-ce qui se passe chez nous? En fait, nous avons un premier plan cancer. On commence cette année et c'est un plan quinquennal puisqu'on commence 2015 jusqu'à 2019. Donc nous aussi, en fait c'est le premier et je pense qu'on va aussi être confronté à tous les problèmes que vous avez vécu dans le premier plan cancer. Donc il faut dire que tout est à faire, tout est à construire. Alors dans ce plan cancer, je pense que vous êtes au courant aussi qu'il y a un plan cancer. Et dans ce plan cancer, il y a 8 axes. Et dans ces 8 axes, le premier, c'est la prévention, le diagnostic précoce, la formation des médecins généralistes qu'on a commencé, qui a déjà commencé, de manière à justement instituer ces réseaux pour que les malades ne viennent pas seulement à l'hôpital. Le malade qui habite à 100 km, il n'a pas besoin de venir au CHU pour faire une injection d'infection, par exemple. Il peut la faire sur place. Donc voilà, donc ça je pense que ça sera quelque chose de très bien lorsqu'on l'aura terminé, c'est-à-dire dans 5 ans, Inch'Allah. Alors, donc je voulais un petit peu replacer le débat parce qu'on n'est pas là pour parler vraiment de tout ce qui est très pointu. Simplement, c'est de la super spécialité, mais surtout pour donner des généralités. Et justement, donc je suis très contente que vous ayez posé cette question sur l'annonce, parce qu'elle ne se fait pas du tout chez nous, vous connaissez le contexte. Donc chez nous, ça ne se fait pas. Personne ne nous demande. Alors, je vais donner mon expérience. Moi, dans le service, je disais, lorsque les parents demandent, il faut leur dire. Et il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas leur dire, parce que très souvent, on leur dit, vous avez un problème dans le sang, une infection. Non, il faut essayer de leur dire la vérité. Mais par contre, vous avez tout à fait raison, monsieur Panier, je demandais aux résidents de ne pas le dire. Ça n'est pas aux résidents, c'est comme vous avez dit, aux seniors. Parce que ce sont les gens qui ont de l'expérience, qui peuvent le dire avec des mots choisis, pour ne pas choquer, pour ne pas faire peur. Mais par contre, il faudrait que ce soit un petit peu légiféré. Il faut qu'on apprenne à le dire, parce que sinon, on travaille dans les mensonges. C'est clair, c'est vrai que culturellement c'est difficile, mais il faut qu'on apprenne, qu'on commence à le dire. Et si il faut que ce soit légiféré, il faut qu'on nous impose de le dire. Parce que sinon, très souvent, on perd des malades. On a perdu des malades très rapidement et les parents n'étaient pas au courant, ne savaient pas pourquoi l'enfant ou bien l'adulte mourait aussi rapidement. Alors, c'est aussi une protection pour le personnel soignant. Je viens des médecins paramédicaux, c'est aussi une manière de nous protéger un petit peu. Donc, ce problème d'annonce est très important. Il faut qu'on apprenne à travailler dans la transparence. Le patient a une maladie très grave, mais nous, le personnel soignant, est là pour se battre avec les parents malades, avec le malade, pour pouvoir le guérir. Alors, voilà, ça je pense que c'est très important qu'il faut qu'on réfléchisse. Un point qu'il faut soulever, les cultures de chaque pays, de chaque région diffèrent d'une région à une autre. Donc l'annonce chez nous, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile, étant donné que le malade souvent arrive dans le service à un stade un peu avancé, parce que la précocité chez nous se fait très rarement et les gens ne sont pas en quelque sorte sensibilisés pour ce problème. Nous avons des chiffres qui sont un peu, qui sont annonciateurs, qui sont un peu délicats, mais il y a aussi, de l'autre côté, il y a aussi un nombre qui est aussi important. Mais seulement la prise en charge chez nous, elle est un peu en retard. Elle se fait dans un cadre très en retard. Étant donné que le patient, souvent,
ignore, ou là il ne se fait pas consulter souvent, ou là il a peur de lui annoncer ce diagnostic. C'est pour cela que nous n'avons pas cette relation entre soignant-soigné, entre médecin et patient, entre ce malade qui devrait être pris en charge dans un temps record. C'est pour cela que nous avons ce problème. Oui, je ne suis pas sûr que vous avez gagné un petit peu peut-être en formant les médecins généralistes. Nous, on n'a rien gagné en 30 ans. J'ai 40 ans de métier. Donc, en les 30 dernières années, on trouve toujours des tumeurs énormes, on trouve toujours des leucémies. On a vu des leucémies avec 1 million de globules blancs. Je dirais, il y a un tel déni psychologique qui font que des familles qui n'avaient aucun souci économique, aucun souci même culturel, eh bien, arrivent très tard. Et c'est toujours extrêmement curieux. On est un peu déçu par ça, mais je crois que c'est d'autres mécanismes. Il n'y a pas que le diagnostic précoce ne fonctionne pas bien chez l'enfant, parce que pour certaines familles, c'est une horreur. Donc, le mal ne doit pas exister, donc il n'existe pas. Donc vous ne gagnerez pas beaucoup là-dessus. Moi je pense que ce qu'on gagne dans l'annonce, c'est plus en essayant de désamorcer ce qu'il y a derrière les mots, vous savez, qu'on sait qui tuent. Les mots qui tuent, les mots cancer, les mots leucémie tuent. Donc il ne faut pas commencer d'emblée dans l'entretien. Moi dans l'entretien j'y arrive toujours, tôt ou tard j'y arrive. Mais je commence par quelque part m'associer j'invite la famille à considérer l'état de l'enfant. Vous voyez, il est anémique, il est fatigué depuis longtemps. Et progressivement, on construit avec eux, je reconstruis, parce que moi j'ai déjà mon diagnostic, je reconstruis le diagnostic avec eux, mais je construis l'avenir après. Vous voyez, nous on ne pourrait pas imaginer soigner un enfant sans lancer le diagnostic, ne serait-ce que pour un droit républicain, qui est que chacun a le droit de choisir le lieu où il veut se faire soigner. Donc, si on ne donne pas le diagnostic, ça veut dire qu'on leur refuse ce droit-là, puisqu'ils peuvent penser que si c'est une leucémie, ils préfèrent être soignés à Robert Debré. Donc, vous voyez, donc on est une isole, mais c'est pas plus mal, parce que vous allez avoir le premier jour, c'est assez stéréotypé. Le premier jour, il y a de la révolte, il y a de la peur. En France, un malade ne peut pas être traité si le dossier ne passe pas en RCP. Il ne peut pas être traité, un malade. Le médecin seul ne peut pas traiter un malade comme ça. Il faut qu'il passe en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ça aussi, on doit le faire. C'est dans le plan cancer. Ils insistent sur ça. Mais tant que ça n'est pas légiféré, c'est la même chose. On fera quand on veut et le plus souvent, on ne peut pas. Madame, oui, justement, j'aimerais juste abonder sur un autre élément, mais c'est toujours dans le même ordre d'idée. Vous savez, on est un petit peu confus quand nous vous écoutons assez souvent. C'est un petit peu, pas une sorte de complexe, mais là, on voit un petit peu que la France, quand même, par rapport à nous, effectivement, il y a eu ce long chemin que vous avez effectué. On connaît quand même assez bien le système de santé, comment ça fonctionne en France. On est quand même habitué, de par l'occidentalisation de notre enseignement. Donc on a un petit regard caché sur la France. Et vous savez, ça me rappelle, en vous écoutant un petit peu, le principe fondamental cher aux Français, c'est le PEP, le practice éligible prioritaire, qui définit justement les 13 points en matière de l'organisation de soins, en matière de la maîtrise de risque infectieux qu'avait abondé Dr Toby et notre collègue. La maîtrise de risque infectieux rentre dans le cadre du PEP. Vous avez aussi la lutte contre la douleur, la maîtrise de la douleur, le PEP encore. Et je cite, de toute façon, il y a 13 points. Et qui rentrent dans le cadre de l'EPP, n'est-ce pas, Dr Ouzrech qui est là, rentre dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et le PP en France est considéré comme étant une obligation par tout professionnel de faire de l'EPP. Donc vous voyez un petit peu ce que dit le professeur Saïdi, je suis d'accord avec elle, parce que là, c'est de la législation, c'est l'arsenal juridique. On y revient, on y en parlera énormément. Donc vous voyez, à chaque fois, donc là, il y a un arsenal juridique qui a fait que le professionnel de santé français, que ce soit médical ou paramédical, a progressé parce que le cadre de santé, il est un petit peu dans cette logique justement de l'arsenal juridique, de la loi, de la contrainte. Chose quand même, on a le droit de le dire, et je le dis avec une sorte de gêne,
qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Vous voyez, on est en train de faire des efforts. La preuve, le professeur Saïdi a rappelé que c'est le premier plan cancer en Algérie. Attention, le plan cancer en Algérie n'est pas loin du plan français. Si je vous lis un petit peu, si j'essaie de prendre ce que vous avez montré, bon, dans la partie oncologie pédiatrique, j'essaie de superposer ce que vous avez fait, et bien vous allez voir que la dimension sociale et dimension familiale, les professionnels algériens ont essayé de regarder énormément sur cet aspect parce que ça a toujours été dans notre pays, il faut le dire, le maillon le plus faible. C'est cette dimension sociale, cette dimension familiale de la pathologie. Regardez professeur, juste un petit point. Le cancer chez vous maintenant est considéré comme étant une maladie chronique. De plus en plus. Très bien. Maladie chronique, on rentre dans la chronicité. Ça veut dire quoi, chronicité, pour un épidémiologiste comme moi? Ça veut dire chronicité, ça veut dire il y a une alternative thérapeutique. Vous voyez, ça veut dire que même si je dis au bonhomme, vous avez un cancer du col, vous avez un cancer de la vie, vous avez un cancer du sein, mais sachez qu'il y a une alternative thérapeutique. Chose qui, chez nous, à un moment donné, nous n'avions pas cette alternative thérapeutique. Ce n'est que maintenant, avec ces centres anticancéreux, la formation d'oncologistes, la formation, la construction de structures, qui ont fait que maintenant, le gouvernement, l'État algérien, justement, a voulu... Vous savez, je vais vous donner un chiffre assez effrayant. Je crois que ça vous a été dit. L'incidence des nouveaux cas de cancer en notre pays, c'est 40 000 cas de cancer chaque année. C'est l'incidence que nous avons, bien sûr, le ministère l'a publié. Et même à travers les registres du cancer que nous avons dans notre pays, c'est à peu près une moyenne de 35 000 à 40 000 cancers chaque année. Donc vous voyez, donc c'est un petit peu pour faire le parallélisme entre ce que disait notre ami, là, cette cancérophobie, etc. La dimension la plus faible chez nous. Et là, je suis d'accord avec le professeur Saïdi quand elle dit c'est cette annonce de la maladie, cette annonce de la douleur, cette annonce, je dirais, du long chemin qui vous reste à parcourir. Vous voyez un petit peu, c'est ça ce qu'on essaye un petit peu, ce que je dis aux confrères, aux consoeurs, c'est de regarder la chose par notion de chemin, ô toi qui chemines. Il y a une citation espagnole qui dit « Ô toi qui chemines, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant ». Donc oui, c'est la même chose. Ça veut dire aux patients que je regarde, à la famille que je regarde, je ne regarde pas la douleur, la pathologie en elle-même, mais je regarde comment je vais essayer de faire en sorte que ce chemin, qui est certes rude, difficile, je vais essayer un petit peu de le rendre moins difficile. Et c'est ça, il faut qu'on rentre dans cette logique, dans cette compétition justement. Donc pour revenir un petit peu ce qui me touche énormément, quand même j'ai eu 2 sœurs atteintes de cancer que j'ai accompagnées, que j'ai eu donc la chance, je dirais entre guillemets, d'accompagner et d'avoir observé un petit peu le chemin que toute ma famille a parcouru et comment on a essayé de rendre assez moins douloureux justement ce cheminement. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Parce que vous savez, nous sommes musulmans, nous avons dans la tradition musulmane, vous savez, la seule science de la certitude, c'est la mort. Et nous sommes croyants. Nous sommes croyants, on se dit qu'à un moment donné, ce n'est que la volonté de Dieu. Mais la chose la plus difficile, oui, j'ai la maladie, oui, je sais que je vais souffrir, mais je souhaiterais moins souffrir. Et c'est ce qu'on attendait, ce qu'on attend réellement de ce plan cancer. Plan cancer, comment on va lui donner un caractère humain, un caractère où voilà le mot de la fin, c'est-à-dire qu'à chaque étape du plan, qu'à chaque étape du programme, autour d'une structure, on retrouvera un peu d'humanisme. Voilà, merci beaucoup.